Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette troisième vidéo de notre module sur la confiance en soi. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en quoi la confiance en soi est un mouvement qui se regagne dans l'action. En quoi c'est un état d'être qui s'atteint grâce à la mise en mouvement de soi et grâce à différents exercices dans sa vie quotidienne, grâce à la pratique et grâce au fait de sortir de sa zone de confort. Vous allez le voir tout au long du travail que nous allons faire ensemble, tout au long du chemin que nous allons parcourir ensemble. Je vais toujours vous inviter à pratiquer, pratiquer, pratiquer. Pourquoi? Beaucoup des personnes que j'accompagne ont compris beaucoup de choses sur leur développement personnel. Certaines ont compris qu'elles avaient un besoin d'affection très fort, une peur du rejet, une peur de l'abandon, un besoin très fort de sécurité ou une peur de l'échec. D'autres ont mis le mot sur ce qu'elles traversaient comme étant le syndrome de l'imposteur. Mais une fois que le nom a été posé sur ce qui se passe en ces personnes, très souvent, la frustration vient du fait qu'après avoir fait des longues années de psychologie ou de travail avec un thérapeute, elles se retrouvent pourtant à ne pas avoir évolué. En effet, comprendre ce qui se passe en soi, comprendre ces symptômes n'est pas suffisant. Il faut ensuite se mettre en mouvement pour transformer notre façon de faire, se créer de nouvelles habitudes, de nouveaux modes de pensée et sortir de sa zone de confort. Et c'est seulement comme ça qu'on regagne confiance en soi. Ce n'est pas toujours confortable, ce n'est pas toujours agréable, mais le plus beau de la vie se passe d'ailleurs très souvent dans les zones d'inconfort. C'est là que les choses se créent, que la nouveauté émerge. C'est là que l'on va à la rencontre de soi-même. Le psychiatre, psychologue et philosophe Christophe André, dont j'affectionne beaucoup les ouvrages, et d'ailleurs je vous en recommanderai certains à la fin de ce module sur la confiance en soi que nous faisons ensemble, car je pense qu'ils pourront vous être tout à fait utiles pour poursuivre le travail que vous ferez sur vous-même après ces vidéos. Christophe André, donc, a dit que la confiance en soi ne se regagnait que dans l'action. En effet, c'est le fait de faire qui nous permet de développer de nouvelles compétences, de développer un nouveau regard sur nous-mêmes, puisqu'on se voit sous un autre jour, capable de faire des choses dont on ne se soupçonnait pas. Et le fait de faire nous permet d'être dans un processus d'apprentissage continu qui nous permet au fil de l'eau de gagner des qualités, de gagner aussi une capacité à rebondir en cas d'échec, puisque l'échec fait partie de l'action, nous y reviendrons. Et une capacité donc à rebondir face à cet échec sans en faire toute une histoire pour mieux aller de l'avant. Le fait de passer à l'action permet donc de mieux rebondir si ça ne fonctionne pas, de mieux s'aimer si ça fonctionne et de développer de nouvelles capacités pour vous faire confiance et voir que vous avez les ressources pour avancer. Je vous donne un exemple. Mettons que vous ne preniez jamais la parole en réunion parce que vous dites manquer de confiance en vous. Comme vous ne prenez jamais la parole, vous êtes persuadé que vous ne savez pas prendre la parole en public, ou que vous ne le faites pas bien, ou que ce que vous dites ne sera pas intéressant, ou peut-être que les autres vont se moquer de vous. Chacun sa propre explication et son propre regard sur la situation. Mais en tout cas, vous vous racontez tout ça dans votre tête. Comme vous vous racontez ça, forcément, à chaque réunion, vous restez terré, protégé derrière votre ordinateur, bien écrasé sur votre siège pour qu'on ne vous demande pas trop votre avis, ou qu'on ne vous pose pas de questions. Du coup, comme vous restez caché, vous ne prenez pas la parole et vous ressortez de la réunion en vous disant « Heureusement que j'ai pas pris la parole ». Et la réunion d'après, vous n'aurez pas appris à prendre la parole. Et vous aurez donc renforcé votre certitude que vous ne savez pas prendre la parole. À l'inverse, si vous tentez, si vous osez de prendre la parole, c'est là que vous allez développer votre capacité d'élocution, votre capacité à rebondir. C'est là aussi que si ça ne marche pas, vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas mort d'homme, que l'humiliation ultime que vous imaginiez, parce qu'on aime souvent se faire des scénarios catastrophes, n'a en fait pas eu lieu. Que oui, c'était inconfortable, mais que l'inconfortable est en fait surmontable. Et si vous y arrivez, au contraire, vous serez capable de vous dire « Ah, tiens, cette croyance que j'avais sur moi, que je ne sais pas prendre la parole dans une réunion, peut-être qu'elle n'est pas si justifiée. » Et à la réunion d'après, vous arriverez un peu plus confiant. Vous prendrez donc un peu plus la parole. Et à la réunion d'après, encore un peu plus. Et vous aurez alors créé le cercle vertueux de la confiance en soi.
J'ai également envie d'illustrer ça en mentionnant certaines sciences cognitives, certaines thérapies qu'on utilise aujourd'hui et qui viennent renforcer cette idée que la confiance en soi se regagne dans l'action. La première est une science, c'est les neurosciences. Je vous l'ai expliqué brièvement dans le module d'introduction de cette formation. Je suis formée aux neurosciences appliquées au coaching notamment. Et les neurosciences, c'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur de vous partager par petites bribes, par petites touches, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un cours sur les neurosciences, mais j'ai à cœur par petits bouts de vous en partager toute la valeur ajoutée dans cette formation, dans ce module sur la confiance en soi, parce que vous allez voir, cela va être complètement transformateur sur la qualité d'être et la qualité d'implication que vous allez donner dans les exercices. Qu'est-ce que nous disent les neurosciences sur la confiance en soi? Et déjà, qu'est-ce que les neurosciences? Les neurosciences, c'est une science dure. On n'est pas sur une science douce comme l'est la psychologie, par exemple, qui est une science analytique. Les neurosciences, c'est une science au croisement de la chimie, de la neurologie et de la biologie, qui étudie les mécanismes du cerveau. Les neurosciences étudient les mécanismes du cerveau par plusieurs aspects. Il y a eu des dissections sur les cerveaux pour comprendre la fonctionnalité des différentes aires du cerveau. Il y a eu aussi une étude des personnes qui avaient des lésions cérébrales. Il y a aussi des personnes qui se sont portées volontaires pour avoir des électrodes, non douloureux, je vous rassure, placées à certains endroits de leur cerveau, de façon à étudier la réaction des neurones en fonction de certains stimuli, en fonction de ce qui se passait dans la tête de ces personnes. Il y a aussi eu des composants chimiques qui ont été injectés dans certains neurones, qui ont permis de colorer certaines régions du cerveau et donc de pouvoir suivre l'évolution des messages neuronaux. Et il y a aussi eu des expériences sur les animaux. Je tiens à vous rassurer, en France en tout cas, et je pense dans l'ensemble de l'Union européenne, les neuroscientifiques en laboratoire qui font des expériences sur les animaux font en sorte que cela se passe dans les meilleures conditions possibles pour eux, à la fois pour faire avancer la science et respecter le vivant. Je comprends que ça puisse heurter la sensibilité de quelqu'un, mais ce serait ne pas vous dire la vérité que de vous dire que les neurosciences n'ont jamais été expérimentées aussi sur les animaux, même si aujourd'hui, bien sûr, le cadre éthique et légal autour de ça est quand même rassurant. Parenthèse refermée. Donc voilà les différents biais par lesquels on a appris de ces fonctionnements du cerveau, des fonctionnements des différentes aires du cerveau, des fonctionnements des messages neuronaux. Alors pourquoi là je vous parle de neurosciences? Parce que les neurosciences nous ont appris quelque chose de très précieux, que notre cerveau était plastique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, comme la nature est bien faite, notre cerveau a une capacité à se régénérer d'une certaine façon qui met de côté les connexions neuronales qui ne sont pas utilisées, au point qu'elles dépérissent, et qu'au contraire, il va renforcer les connexions neuronales qui sont très utilisées. C'est par exemple pour ça que les chauffeurs de taxi, certains ont été étudiés dans le cadre des neurosciences, ont des régions de leur cerveau qui sont associées à la mémorisation et à la visualisation dans l'espace beaucoup plus élevées que les autres personnes. Bien oui, en effet, en permanence, en tout cas avant l'arrivée des GPS, ils étaient en train de se représenter le chemin, le trajet dans l'espace. Et donc les régions de leur cerveau qui sont liées à la visualisation dans l'espace sont plus importantes à la fois en volume, mais aussi plus connectées. C'est-à-dire que les neurones sont plus reliés entre eux. À l'inverse, des personnes, par exemple, qui ont eu une maladie dégénérative, comme c'est le cas de la maladie de Parkinson ou d'Alzheimer, vont avoir certaines zones de leur cerveau, notamment les zones de leur cerveau liées à la mémoire, qui sont beaucoup, beaucoup plus petites. Donc en fait, plus on mobilise une zone du cerveau, plus elle se connecte, plus elle grossit, et moins on en mobilise une autre, plus elle s'amenuise. La nature est bien faite, hein, c'est un petit peu la théorie de l'évolution. Dans la nature, meurt ce qui n'est pas utilisé ou ce qui ne fonctionne pas. Cela étant dit, pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça à ce moment de notre module sur la confiance en soi? Eh bien, tout simplement parce que, un peu comme un muscle, votre cerveau a besoin de s'entraîner et de s'entraîner à la confiance en soi pour développer davantage de connexions entre vos neurones et donc créer une facilité à faire circuler les informations liées à la confiance en soi, la capacité à croire en ses ressources, la capacité à passer à l'action, au fait de développer de nouvelles qualités, de nouvelles compétences.
Aujourd'hui, il est à peu près entendu que pour prendre soin de soi, de sa santé, il faut faire de l'exercice physique, que ce soit en allant à la salle de sport ou en marchant une demi-heure par jour ou en faisant du yoga ou de la boxe, peu importe, chacun l'activité qui lui plaît. Mais en tout cas, aujourd'hui, il est à peu près convenu que pour entretenir son corps, qu'il soit en bonne santé, qu'il vive longtemps, qu'il vive aussi dans des bonnes conditions, il faut se muscler, il faut prendre soin de soi. Étonnamment, pourtant, il n'est pas encore complètement répandu l'idée que pour muscler son intériorité, la façon dont on s'aime, la façon dont on vit avec soi, il faut aussi s'entraîner. Pourtant, c'est pareil. Maintenant que vous êtes conscient du fait que le cerveau est un peu comme un muscle, je dis un peu car le cerveau n'est pas un muscle, les neuroscientifiques hurleraient s'ils entendaient dire que le cerveau est un muscle, mais en tout cas, son fonctionnement est un peu similaire et les connexions neuronales s'épaississent au fur et à mesure qu'elles sont pratiquées. Cela étant dit, plus vous osez, plus vous prenez la parole en public, plus vous vous parlez gentiment, plus vous vous reprenez quand vous vous rendez compte que votre dialogue intérieur vous malmène, plus vous dites non quand vous pensez non, plus vous vous entraînez à donner du feedback même quand il est difficile, plus vous vous entraînez à lister vos qualités, vos compétences, plus votre cerveau va se muscler sur ces différents aspects. Et plus il sera facile et progressivement même naturel pour vous de vous voir avec un regard beaucoup plus confiant et d'appréhender la vie avec un regard beaucoup plus confiant. Maintenant que vous savez ça, vous comprenez toute l'importance de prendre le temps de faire les exercices d'application. Évidemment, écouter les vidéos, c'est déjà super, vous apprendrez beaucoup de choses. Mais vous transformerez votre confiance en vous. Vous transformerez votre vie si vous pratiquez et si vous vous autorisez à créer ces nouveaux chemins neuronaux dans votre cerveau. Ceci me permet d'amener en transition le thème de la psychologie positive. C'est cela que propose la psychologie positive. La psychologie positive, ce n'est pas la méthode Coué qui est de se répéter tous les matins dans la glace « je vais bien, tout va bien » et chaque jour je vais un peu mieux. Car en toute honnêteté, si vous vous répétez ça sans y croire, ça ne fonctionnera pas. La psychologie positive, c'est plutôt être capable de porter son regard sur ce qu'on aime en soi, sur toutes ces choses, ses qualités, ses compétences, dont on est fier, ou en tout cas qu'on affectionne, et de ne pas oublier de les regarder. Car oui, nous avons des défauts, oui, nous avons des axes d'amélioration, oui, nous avons dans nos vies des choses qui ne fonctionnent pas. Mais nous pourrions passer notre vie à regarder tout ce qui ne fonctionne pas, car nous ne sommes pas des super-héros, pas des Superman, pas des Superwoman. Et parce qu'il y a à peu près 7 milliards d'individus sur la planète avec qui se comparer. Donc forcément, il y a des choses qui sont moins bien que d'autres. Mais alors pourquoi regarder ces choses qui sont moins bien et oublier de regarder toutes ces choses qui fonctionnent? Et donc la psychologie positive qui a été inventée dans les années 90 par Martin Seligman, qui est aussi le directeur de l'association de psychologie positive aux États-Unis et un éminent professeur dans différentes facultés américaines, en plus d'être psychologue, a créé ce courant en se disant il serait temps que la psychologie ne soit pas simplement là pour soigner les dépressions et aider les gens qui vont pas bien. Mais pourquoi pas l'utiliser aussi pour renforcer ce qui va chez soi, pour arrêter son regard sur toutes les belles choses qu'on a en soi et dans notre vie. Et donc finalement, la psychologie positive, qui est un courant aujourd'hui très ancré en psychologie, vient elle aussi renforcer l'importance de s'entraîner puisqu'on va aller porter son regard sur ces choses positives. Et enfin, le troisième courant dont je voudrais vous parler, c'est le courant de ce qu'on appelle les thérapies cognitives et comportementales. Ce sont des thérapies qui ne sont pas la psychanalyse, c'est-à-dire qu'on ne va pas passer des heures et des heures à parler de son passé, à essayer de l'interpréter, mais ce sont des thérapies qui sont extrêmement orientées vers l'action. Qu'est-ce que je transforme dans ma vie? Les thérapies comportementales, ce sont des thérapies qui vous permettent de transformer vos comportements, vos habitudes, et les thérapies cognitives, elles, vont vous permettre davantage de transformer vos pensées, votre dialogue intérieur. Bien, je tenais à vous dire que tout au long de ce module, nous allions aussi faire un petit peu de psychologie comportementale et un petit peu de psychologie cognitive, à la fois pour changer son rapport à l'action et également pour changer son dialogue intérieur, puisque les TCC, donc ces thérapies cognitives et comportementales, valident aujourd'hui que c'est en faisant des actions ou en changeant son dialogue intérieur que l'on regagne confiance en soi. Voilà
sur ce que je voulais vous présenter au sujet du cercle vertueux de la confiance en soi et du confiance en soi qui est complètement lié avec l'action et le fait de pratiquer. Sur ce, je vous propose qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo et nous allons donc bientôt passer à l'action.